de syncrétisme multidimensionnel qui s'efforce de laisser la place à tout le monde sans provoquer, comme le montrent les journées dites remarquables, qui ont un statut inférieur du fait qu'elles ne sont pas fériées et qui modifient un petit peu le paysage que je vous ai présenté. Ces journées remarquables, ce sont les journées de fête qui ne sont pas fériées et qui sont des journées de fête officielles. Alors, ces fêtes, elles relèvent, là encore, de deux types. Vous avez des fêtes qui sont d'ordre, je dirais, international, et puis vous avez des fêtes plus ancrées dans le national. Les fêtes internationales, c'est le 27 janvier, la journée de la mémoire des victimes de l'Holocauste et des crimes contre l'humanité. C'est en fait la libération du camp d'Auschwitz. Le 8 mars, nous y arrivons, hein, vous le savez tous, c'est la fête des femmes. Hein. Là aussi, ça a été introduit comme une fête nationale. Il en est de même pour le 15 mai, qui est la fête des familles, qui est une fête dont l'origine est onusienne, ou le 12 mars, pour l'entrée dans l'OTAN en 1999. Alors, on célèbre, il y a une fête de l'entrée de l'OTAN, officiellement. Là, je parle des fêtes qui ont été célébrées j'aurais pu le préciser auparavant, qui ont été célébrées en 2013, l'État en 2013. Mais on remarquera que l'entrée dans l'Union européenne ne fait pas l'objet d'une célébration. À côté de ces fêtes qui renvoient à un environnement international, il y en a d'autres qui sont plus spécifiquement liées au contexte objet. Le 27 juin, par exemple, c'est la journée de la mémoire des victimes du régime communiste qui se réfère qui a été introduite en 2004 et qui se réfère à la date d'exécution de Milada Horakova. Il y a eu ici même une belle conférence sur Milada Horakova, qui a été une des victimes du régime communiste, emblématique, hein, de femme extrêmement courageuse aussi, qui est devenue une espèce d'icône, là aussi, de la résistance au communisme. Le 16 janvier, aussi, a été introduit tout récemment, en 2013, c'est le jour du suicide de Jan Palach. Vous savez, cet étudiant qui s'est immolé pour protester, non pas contre l'invasion soviétique, contrairement à ce qu'on dit habituellement, mais contre la dérive qui était en train de s'opérer et au sein du pouvoir tchécoslovaque qui, de concession en concession, paraissait abandonner les idéaux du printemps de Prague. Le 11 novembre, également, célèbre les vétérans de guerre, toutes guerres confondues. Il est vrai que pour les Tchèques, il est difficile de célébrer les morts de la Première Guerre mondiale, c'est assez problématique. Pourtant, il y a eu près de 140 000 morts pendant la Première Guerre mondiale, mais 138 000 sont tombés du côté de l'Autriche-Hongrie et 5 000 seulement du côté de l'Entente. Donc c'est une mémoire difficile à gérer. Le 10 juin 1942 est également célébré comme journée de résistance au fascisme. Le 10 juin 1942, c'est la date de l'anéantissement du village de Lidice, hein, en français, qui est une sorte d'Oradour-sur-Glane, avec cette différence par rapport à Oradour-sur-Glane que ça a été totalement organisé, planifié, et ce n'est pas le fait d'une unité qui serait passée, qui aurait voulu se venger de partisans. C'est une volonté d'éradication de ce village qui était censé avoir abrité un des parachutistes
venu de Londres, un des parachutistes qui a participé à l'attentat contre Reinhard Heydrich, personnage que vous connaissez, celui qui a mis en route le processus d'extermination massive des Juifs en Europe après la fameuse conférence de Wannsee de janvier 1942. Retour à un contexte spécifiquement tchèque aussi et plus ancien, la journée de l'éducation, liée à la fondation de l'université Charles, dont je vous parlais tout à l'heure, fondée par le fameux Charles IV, le 7 avril 1348, et le rappel de la naissance d'un personnage dont vous voyez la mention ici, deuxième ligne à gauche, Komensky, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui apparaît là, Komensky, ou encore Comenius, qui est une des plus grandes figures intellectuelles tchèques, évêque de l'Unité des Frères, donc une église qui est sortie du XVe siècle, du mouvement hussite, d'une part, et qui surtout a été un pédagogue de dimension européenne qui a rayonné dans toute l'Europe, en Suède, en Angleterre, en Hongrie, et qui a été un exilé de la guerre de 30 ans et qui a terminé sa vie au début des années 1670 à Naarden, aux Pays-Bas, où il est enterré. Si nous confrontons les fêtes nationales aux études de popularité des grandes figures historiques, nous constatons une assez grande convergence. En effet, l'opinion plébiscite avec une assez grande constance Saint Wenceslas, Charles IV, Huss, Comenius, qui a un statut moins important. En revanche, manquent dans ce panorama des fêtes des personnalités très plébiscitées, Sainte Agnès, dont le regain de culte est lié à sa canonisation en 1989, événement qui a coïncidé avec la chute du communisme, František Palacký, qui est pourtant le grand homme politique du XIXe siècle, ou encore Thomas Garrigue-Masaryk, la grande figure politique du XXe siècle. Donc ces grandes figures politiques sont absentes très largement de ce panorama. Il est enfin intéressant de comparer la situation tchèque avec celle de ses voisins historiques. On notera chez les Slovaques, pour ça j'ai fait cette petite comparaison, on notera que chez les Slovaques, il y a 15 jours fériés, pas 12, avec une plus grande présence des fêtes religieuses. Ça ne vous étonnera pas si vous savez que la religiosité, le catholicisme slovaque est quelque chose quand même de plus vivace que le catholicisme tchèque. Alors on voit que l'épiphanie, le vendredi saint, le 15 septembre, en l'honneur de la Vierge, la fête des 7 douleurs, la Toussaint sont des jours fériés. Le 1er janvier est célébré comme le jour de naissance de la République slovaque, comme les Tchèques l'ont fait finalement assez tardivement. Le 1er septembre, comme alors, les Slovaques en rajoutent, le 1er septembre comme l'anniversaire de la Constitution slovaque de 1992, l'adoption de cette Constitution qui a en quelque sorte anticipé la séparation entre les Tchèques et les Slovaques, et puis un événement historique quand même dans ces fêtes, le 29 août, qui commémore le soulèvement national slovaque, le 29 août 1944. Le 8 mai, bien sûr, est également présent. Alors, on n'est pas étonné de ne voir apparaître les Huss, protestants. Pourtant, les protestants sont bien plus nombreux en Slovaquie qu'en Pays tchèque. Mais l'imprégnation idéologique protestante est plus forte dans la culture tchèque, peut-être que dans la culture slovaque. On ne voit pas apparaître non plus Comenius, qui est une figure tchèque et protestante. On ne voit pas apparaître non plus le 17 novembre, événement pourtant très
tchécoslovaquisé sous le régime communiste, dont visiblement les Slovaques s'en sont distanciés. De la même façon, on peut être surpris par l'absence d'une grande personnalité slovaque. On aurait pu imaginer que le fondateur de la langue, Ľudovít Štúr, dans les années 1840, aurait été commémoré au niveau de ces fêtes nationales. Il n'est pas là. On aurait pu penser aussi que Štěpánik, donc vous voyez qu'il est en deuxième position et de façon quasiment continue, voire parfois en première position dans le panthéon slovaque, n'est pas non plus commémoré. On aurait pu commémorer la mort de Štěpánik sur le sol slovaque, la mort accidentelle de Štěpánik, il n'est pas. Peut-être aussi parce que les Slovaques sont fort embarrassés avec leur personnalité, leurs personnalités historiques, donc ils ont fait l'impasse totale, effectivement. Est-ce qu'on met Hlinka ou pas, qui était sur le billet de banque quand même, avant que la... Qu'en est-il de Tissot? Que pourrait-il en être de Gustav Husak, à l'égard duquel les Slovaques n'ont pas tout à fait les mêmes sentiments que les Tchèques? Les questions qui se posent. Si l'on regarde, je terminerai pratiquement là-dessus, si l'on regarde du côté hongrois, je ne sais pas si dans le cycle, je me tourne vers Catherine, il n'y a pas eu encore d'exposé sur la médecine. Voilà, alors vous êtes au courant, vous savez que bon, il y a la coexistence de trois grands moments commémoratifs chez les Hongrois. Le 15 mars, c'est 1848, c'est une fête plutôt progressiste. Le 20 août, c'est la fête de Saint-Étienne, donc c'est plus religieux et plus conservateur. Et puis il y a le 23 octobre aussi, qui fait référence au 23 octobre 1956, qui est le début de l'insurrection de Budapest. Bon, et comme vous le savez, la toute récente nouvelle loi fondamentale, a choisi comme seule fête officielle, seule fête d'État officielle, le 20 août, ce qui marque bien les tendances actuelles de la Hongrie. Vous l'avez compris, les fêtes nationales ont été ici une sorte de prétexte pour se promener dans l'histoire tchèque. C'est un révélateur de ce qu'ont traversé les sociétés européennes, c'est un révélateur de leur génie national, comme on disait autrefois, mais plus encore de la construction de ce passé par les idéologies qui se succèdent. Au même titre que les hymnes, les drapeaux, les emblèmes, les lieux de mémoire, ces fêtes nationales font partie de cette grammaire du national qui fait appel aux émotions et qui ne cesse d'évoluer avec le temps. Je vous remercie de votre attention.